Nous allons aujourd'hui dresser le portrait d'une femme au parcours d'exception. Une femme qui a eu le courage d'abandonner son environnement, d'abandonner son milieu familial pour aller en quête de liberté et de grandeur. Cette femme espérait devenir couturière. Elle est finalement devenue artiste, sculptrice, mondialement reconnue. Je veux parler de Chana Orloff. Et pour nous accompagner dans notre discussion, dans notre découverte, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Rebecca Benamou. Bonjour Rebecca, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour nous parler justement de cette biographie que vous avez pu écrire au titre si évocateur, L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture. Vous êtes journaliste, vous avez une formation en géopolitique, vous n'êtes pas journaliste sur l'art, et malgré tout, vous avez décidé d'écrire cette biographie sur Chana Orloff. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage et pourquoi nous sommes si loin finalement de votre domaine de prédilection? En fait, je suis entrée pour la première fois dans son atelier en 2015 et c'était au gré d'une recommandation. Et quand je suis entrée dans cet atelier, en fait, j'ai été conquise par ce lieu. C'est le lieu où elle travaillait, c'est le lieu où elle a habité. Et finalement, c'est assez fou parce que quand on découvre un artiste pour la première fois, qu'on ne connaît pas, on le découvre souvent dans un musée, dans une galerie ou même en feuilletant une monographie. Et moi, je l'ai découverte directement dans le lieu de son intimité, dans sa terre de création. Et sans que je ne puisse vraiment l'expliquer, ça a fait quelque chose chez moi. J'ai eu envie de raconter son histoire. Et la première fois que j'y suis entrée, en fait, j'ai rencontré ces petits-enfants qui faisaient une conférence. Et quand je les ai entendus parler de leur grand-mère, de sa vie, de sa vie incroyable, j'ai eu envie de me plonger dans son histoire et puis de la raconter. Alors vous avez pris le parti, bien que ce soit une biographie, de ne pas commencer sur la naissance de Chana Orloff, sur sa famille, sur son environnement en Ukraine. Vous avez pris le parti de commencer lorsqu'elle avait déjà 22 ans, en 1910, lorsqu'elle était sur le port de Yafo, de Jaffa, pour justement s'orienter vers Marseille, vers Paris ensuite, vers Montparnasse. Est-ce que l'on connaît un peu la vie de Chana Orloff avant justement son départ vers la France? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais juste soulever un point que vous venez de mentionner. Ce livre, c'est un récit biographique, mais je ne peux pas dire que ce soit une biographie stricto sensu parce que c'est un récit qui est à mi-chemin de la fiction et de la réalité historique. Je me suis quand même octroyé quelques libertés et c'est un récit qui parle de sa vie, bien sûr, mais j'avais envie de me laisser un petit peu voyager avec elle. Et c'est aussi ce qui a motivé mon choix de commencer par sa deuxième naissance, si je puis dire, ce moment où elle a choisi de quitter les siens, de quitter sa famille pour partir en France. Et finalement, la vie de Chana Orloff avant ce départ, c'est la vie d'une jeune femme qui est l'avant-dernière d'une grande fratrie de 9 enfants, qui grandit dans l'Empire russe, donc l'Ukraine actuelle, dans cette partie de l'Ukraine où elle a grandi, et qui va vivre très tôt la violence, puisqu'elle le pays va être traversé par des vagues de pogroms. Et au moment où ces pogroms arrivent, la famille va décider de partir pour la Palestine, donc à l'époque, en 1905, de prendre le bateau et de tout reconstruire là-bas vers un avenir assez incertain finalement. Et je pense que ce départ et que cette violence qu'elle a connue très jeune l'a forgée et lui a donné sans doute la détermination qu'elle a eue par la suite, qu'elle a utilisée tout au cours de sa vie et de sa carrière en tant qu'artiste. Alors elle veut sa propre liberté, elle ne reste pas en Palestine justement, et elle a une aspiration d'aller en réalité aux États-Unis. Mais Exactement. elle va passer par la France et par le quartier de Montparnasse. Qu'est-ce que nous savons exactement sur ce quartier à l'époque où Chana Orloff y arrive? Montparnasse de l'époque, c'est le Paris de toutes les libertés. Il y a des artistes du monde entier, juifs et non juifs, qui ont quitté la guerre, qui ont quitté la violence, ou même pas de violence nécessairement, mais qui sont en quête de liberté. Et pour eux, Paris, c'est un symbole. Ils se retrouvent en général au carrefour Vavin,
dans des cafés qui existent encore aujourd'hui, des cafés assez iconiques tels que la Rotonde, un peu plus tard le Select et la Coupole, le Dôme. Et ce sont des artistes qui vont d'atelier en atelier et qui vont se côtoyer, se chercher une deuxième famille avec des amitiés très fusionnelles et qui vont partager cet amour qu'ils ont de la création. Et c'est ce qui fait toute la spécificité et toute la magie de ce quartier à l'époque. Est-ce qu'il y a déjà des rencontres de futurs artistes qui vont également chercher en quête de liberté, en quête de ce qu'ils vont retrouver à Montparnasse, dans ce quartier de Montparnasse? Est-ce qu'il y a déjà à ce moment-là des liens qui vont se tisser ou ça ne se passera que une fois qu'ils arriveront ici en France? Alors, dans les premiers récits que j'ai trouvés, les premiers témoignages de Chana Orloff, elle dit en effet qu'elle a rencontré des artistes juifs qui ont pris le bateau avec elle ou qu'elle a rencontré même en train pour aller jusqu'à Paris. Mais ce qui est assez marquant finalement dans ce départ, c'est qu'elle quitte la Palestine avec quasiment pas un sou en poche. C'est son grand frère qu'elle aime beaucoup, qui s'appelle Zvi, qui lui paye le billet. Et à partir de là, tout commence. Elle part dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue, comme je vous le disais, avec quasiment pas d'argent en poche. Et au fur et à mesure, en fait, une rencontre va en emmener une autre. Elle va se retrouver chez une logeuse juive originaire d'Odessa. Elle va habiter le 5e arrondissement, la rue Tournefort. Et à partir de là, tout va commencer. Les rencontres, les cafés, les ateliers, les académies de peinture, de sculpture. Et tout commence comme ça. Il y a une expression très forte qui m'a intrigué dans votre récit, dans votre biographie, lorsque vous parlez des enfants du Cheder. Donc le Cheder, c'est une école talmudique pour les petits-enfants. De quoi il s'agit exactement? Est-ce que ce sont des enfants qui vivaient dans un environnement extrêmement pieux, extrêmement religieux, orthodoxe, et qui se retrouvent maintenant loin de leur base et de leur repère habituel? C'est exactement ça en fait. Alors cette expression, je la reprends, mais elle n'est pas de moi. La paternité de cette expression revient à un peintre qui s'appelle El Lissitzky. Et il a utilisé ces mots pour qualifier en fait cette génération d'artistes qui ont grandi de près ou de loin avec la liturgie hébraïque, qui ont grandi plus ou moins baignés dans le rite religieux et qui ont cherché à s'en affranchir à un moment, qui ont quitté les leurs pour se retrouver à Paris. Chana Orloff fait partie, si je puis dire, de ces enfants du Cheder. Ses frères allaient au Cheder quand ils étaient en Ukraine. Et finalement, même s'ils ont voulu s'en affranchir, ce qui m'a frappée, en fait, c'est qu'ils restent tous plus ou moins traversés par cet apprentissage, par cet héritage. On retrouve un attachement, un amour à la langue hébraïque. On retrouve un attachement également au yiddish, dans lequel ils baignent depuis l'enfance. Et c'est quelque chose, finalement, qui les a façonnés en filigrane pour un grand nombre d'entre eux. C'est vrai que finalement, en dehors de la gestuelle religieuse, ils ont gardé finalement les valeurs du judaïsme qui sont très très marquées, et on le verra un peu plus tard lorsque son mari va mourir, qu'elle va tout de même prendre quelques rites qu'elle a dû voir chez ses parents, dans sa famille très certainement, sur la déchirure du vêtement, sur la récitation d'un kaddish. Donc on voit véritablement que oui, il y a une aspiration à quelque chose de différent, certes, mais tout de même avec des valeurs que l'on garde, que l'on préserve pour garder notre identité. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que même si ces artistes voulaient s'en affranchir, ils ne s'en affranchissaient jamais vraiment. Il y a un va-et-vient constant entre l'envie d'être libre et l'impossibilité finalement de se déraciner complètement. Même si c'est un fantasme, même si cette liberté à tout prix est un fantasme, même si c'est une utopie finalement, ces artistes-là sont traversés de près ou de loin à chaque fois par ces valeurs juives. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Et pour Chana Orloff, finalement, même si elle a tout fait pour s'éloigner de sa famille, dont elle était quand même proche, elle a été traversée tout au long de sa vie, en tant qu'artiste, par des thèmes bibliques qu'elle a reproduits de ses premières œuvres en 1912 jusqu'à la fin de sa vie en 1968.
qu'elle a reproduit en sculpture, en dessin et qui l'ont toujours traversée finalement. Alors justement, parlons de son art. Comme on l'a dit déjà à 2 reprises, elle espérait être couturière et d'ailleurs, elle était considérée en Palestine comme étant une main d'or. Elle avait de très grandes qualités, de très grandes facilités, facultés par rapport à cela. Elle va avoir le courage de repartir à zéro. Elle n'a plus aucune réputation. Elle arrive comme étant une apprentie couturière. Et puis finalement, on l'oriente très rapidement vers les beaux-arts, vers la sculpture. C'est ça qu'elle va découvrir. Elle va ressentir quelque chose lorsqu'elle va manipuler sa première terre glaise pour façonner quelque chose, façonner un buste notamment. Comment est-ce qu'elle plonge dans cet art qui va finalement maintenant envahir toute son existence? Alors finalement, ce qui est assez intéressant avec Shana Orloff, c'est que c'est une série de hasards. Parce que contrairement à d'autres artistes qui sont venus à Paris par vocation pour être artistes, Shana Orloff, ça n'a pas du tout été le cas. Et pour reprendre des mots de Paul Éluard, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ben, je pense que la sculpture pour Shana Orloff, ça a été un rendez-vous. Elle a commencé, donc, comme je vous l'ai dit, à la Maison Paquin. Et là, très tôt, en fait, on remarque ses dessins. On remarque un trait vif, un trait très sensible, une façon peut-être de lire les visages très tôt. Et elle va aller aux Arts Déco, à l'école des Arts Déco, dans une section réservée aux femmes à l'époque, qu'on appelle la Petite École. Et c'est là que tout commence pour elle finalement, l'apprentissage du dessin commence. Et elle va se tourner doucement vers la sculpture, encore une fois par hasard. Elle va débarquer dans un atelier où elle va voir un sculpteur, un ami sculpteur, et il va un peu la mettre au défi. Il va lui dire, si tu as envie de t'essayer à la sculpture, je te donne une boule de terre glaise, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va saisir cette terre, et la première chose qu'elle va sculpter, c'est un visage. Et c'est le visage de sa grand-mère. Et c'est ce que j'ai trouvé très beau finalement, c'est que son premier rapport à la création, en tout cas dans le médium qu'elle choisit finalement, c'est le visage d'une femme qui a été très importante pour elle. Alors justement, parlons des visages. C'est un terme que vous rapportez dans votre livre à plusieurs reprises en hébreu. Panim, 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 le visage avec cette particularité dans la langue hébraïque que le visage est un mot au pluriel. Il n'existe pas de singulier pour le mot visage, mais au pluriel, parce qu'effectivement, le visage est multiple. Il vient cacher différentes facettes de ce que nous sommes, de ce que nous laissons paraître de notre identité. Et vous écrivez, elle le vit comme cela, qu'elle ne se contente pas de répliquer des visages, mais elle a la faculté de lire à travers le visage et de faire ressentir les expressions du visage. Qu'est-ce qui se cache derrière cette approche du visage, justement? Je pense que son approche du visage est liée à son caractère. Toutes les personnes un petit peu introverties sont des personnes qui ont le talent en général de l'observation. Quand on est introverti, on observe un peu plus le monde parce qu'on est plus porté sur son intériorité. Et donc on le regarde, on l'observe. Et je pense que Shana Orloff, c'est ce qui l'a poussée à être fascinée, fascinée par les visages de son entourage. Et elle commence par ça. Et en effet, comme vous le dites, ça m'a vraiment interpellée de voir que dans la langue hébraïque, c'est un mot qui n'existe qu'au pluriel. Je trouve que c'est lourd de sens et que finalement, c'est un mot qui est plein de poésie. Parce que si dans ce mot est inscrit déjà la pluralité du visage, je trouve que ça en dit long. Et dans le cas de Shana Orloff, je pense qu'elle s'en est rendue compte très vite. Alors, elle est à la limite de la tradition, justement, le fait de sculpter un visage. Est-ce qu'il y a là un interdit religieux, biblique, de ne pas représenter un visage pour ne pas avoir l'impression de représenter une divinité à nos côtés. Et vous le faites bien apparaître dans votre livre, où il y a cette limite, cette frontière à franchir, à ne pas franchir. Et justement avec le personnage de sa grand-mère, qu'elle adorait littéralement, qui était une sage-femme, et avec qui elle avait finalement appris ce que pouvait être la vie. Exactement. En fait, Shana Orloff est la petite fille de sage-femme. Donc elle a été élevée par des femmes qu'elle a vues travailler avec leurs mains et qu'elle a vues travailler dans
dans un monde de féminité. Donc c'est quelque chose, c'est une expérience de la vie, un rapport à la vie qu'elle a eu très très jeune, ancré en elle. Et pour ce qui est de la féminité, justement, et de ce rapport à l'art, c'est quelque chose qu'il a travaillé après tout au long de sa vie. C'est un thème qui a évolué, bien sûr, qui a évolué avec son propre vécu, avec son propre rapport à son corps de femme, à sa vie de femme, mais c'est quelque chose qu'il a suivi tout au long de sa vie. Comment est-ce qu'elle a eu l'occasion de faire ses premières expositions? Alors, ce n'est pas une exposition complète, elle a la possibilité de présenter 2 de ses œuvres. Comment est-ce que cette occasion, justement, lui est offerte, alors qu'elle était encore inconnue, de pouvoir, comme ça, présenter ses œuvres? Parce que dans ses débuts, en fait, elle était donc très proche de ces enfants du Cheder dont on a parlé, et qu'à l'époque, il y a ces premiers salons qui sont consacrés aux artistes, qui sont indépendants, si je puis dire, qui font un pas de côté par rapport à l'art un peu plus conventionnel. Ils se réunissent, ils exposent ensemble, et c'est comme ça qu'elle se lance. Par la suite, ce sera une série de rencontres, ce sera dans des galeries, ce sera d'autres salons, le salon d'automne, le salon des indépendants. Mais Chana Orloff se lance au début, entourée de ses frères d'exil, finalement, ce qui est assez puissant. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que parmi ses frères d'exil, il y a Soutine et Modigliani, 2 très très grands artistes. Et ce sont eux, ces 2-là, justement, qui l'ont encouragée à se spécialiser dans la sculpture. Les peintres juifs de l'école de Paris sont originaires des pays de l'Est. Russie, Pologne, Allemagne, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, exilés à Paris au début du XXe siècle. Paris était alors le centre du monde. Cherchant une terre d'accueil, ces peintres s'installent à Montparnasse, se frottent à l'avant-garde foisonnante de l'époque et finissent par former ce qu'on appelle l'école de Paris. C'est cette école qui a permis ce miracle original. Les peintres d'origine juive ont compris que la figure humaine était nécessaire à l'expression de la beauté humaine. Fait nouveau dans l'histoire esthétique du peuple d'Israël. Le premier commandement de la loi mosaïque dit « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou sous les eaux, ou au-dessous de la terre. » Force est de constater que ces artistes ont déclenché un mouvement sans précédent dans le monde juif. Défiant la tradition, franchissant l'interdit de la représentation. Peut-on dire qu'il y a une peinture juive comme il y a une musique juive? Non, car la musique appartient à une tradition culturelle et religieuse, alors que la peinture apparaît avec le mouvement d'émancipation de la révolution russe de 1905. Les Juifs arrivent en peinture. Ils lèvent la tête de leurs livres et regardent le monde extérieur, non plus comme hostile, mais comme un monde plein de promesses. En 1923, à Berlin, l'artiste L. Lisinski écrit « Nous étions toute une génération, des enfants du Cheder jusqu'aux étudiants talmudistes, après tant d'années à la seule analyse des textes. Nous emparant de crayons et de pinceaux, nous avons commencé à disséquer la nature, mais aussi à nous disséquer nous-mêmes. Qui étions-nous? Quelle était notre place parmi les nations? Qu'en était-il de notre culture? À quoi devait ressembler notre art? Tout cela s'ébaucha dans quelques petites villes de Lituanie, de Russie blanche et d'Ukraine, pour se prolonger à Paris. Vers 1920, un critique d'art prolifique écrit « Quand les Juifs accédèrent à l'art de la peinture, quand ces successeurs directs des talmudistes qui regardaient en dedans découvrirent la vision extérieure, ils la regardèrent avec les yeux de l'âme. Tout commence à Witzbeck, avec le professeur Marc Chagall, Yehuda Penn, qui crée la première école d'art juive en 1897. Mais c'est à Paris, à La Ruche,
entre 1911 et 1913, que le mouvement prend forme. Les jeunes artistes juifs, familiarisés avec les grands maîtres français du XIXe siècle, découvrent alors les impressionnistes par l'intermédiaire de leurs professeurs. Âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, ils sont des acteurs de l'émancipation juive et participent au mouvement de réveil intellectuel et social en Europe. Ils seront plus de 500 peintres dans le Paris de l'entre-deux-guerres, formant un réseau d'amitié et de proche en proche, se connaissant tous. La Première Guerre mondiale aura tôt fait de les disperser. Nombreux sont ceux qui se portent volontaires dans l'armée française. Certains seront réformés pour raisons de santé, comme Modigliani et Soutine, et se portent volontaires pour les corvées. Pendant les années de guerre, les artistes restés à Paris sans pension ni aide se solidarisent. La Première Guerre mondiale marque l'entrée des peintres juifs de Montparnasse sur la scène parisienne. La première exposition présente des tableaux de Modigliani, de Kissling, qui voisinent avec des tableaux de Picasso, de Fernand Léger, d'Henri Matisse et d'André Derain. L'intégration des Juifs du Cheder est alors totale. Elle a donné sa vie pour son art et il y a un moment où son côté de femme va reprendre un peu le dessus. Elle va découvrir l'amour, celui de son époux, avec qui elle va énormément partager, construire. Lui va écrire, elle va illustrer. Harry. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il va lui amener dans son existence et dans son épanouissement en tant que femme? Cet homme-là, il va lui apporter énormément de choses. En fait, Harry Justman, c'est donc un poète polonais. Elle le rencontre grâce à Modigliani. C'est Modigliani qui les présente. Et ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que il ne reste pas beaucoup de choses de leur relation. On ne sait pas grand-chose d'eux. Donc j'ai essayé de la deviner en lisant les poèmes d'Harry. Harry était un poète très proche d'Apollinaire et de Blaise Cendrars, en l'occurrence. Et il a beaucoup écrit sur sa femme. Et ce que j'ai aimé, en fait, dans leur relation, c'est qu'il n'y en a jamais un qui est vraiment dans l'ombre de l'autre. Ils créent ensemble, avec chacun sa terre de création, chacun son monde. Mais finalement, c'est très rare pour l'époque de voir un couple qui publie, par exemple, un ouvrage ensemble. Lui, il va écrire, elle va l'illustrer. Et c'est un symbole magnifique. Je pense que c'est un amour, sans vouloir faire de lieu commun, qui lui a vraiment donné des ailes. Shana Orloff, c'est une femme qui, je pense, nourrissait assez peu d'espoir de trouver l'amour. Quand elle est partie de Palestine, elle avait déjà 22 ans. Il ne faut pas oublier qu'en 1910, quand on a 22 ans et qu'on vient d'une famille juive traditionnelle, on est considéré comme une vieille fille. Et elle s'est mariée finalement autour de ses 28 ans, 29 ans. Donc elle a connu l'amour très tard. Elle va connaître la maternité aussi très tard. Mais c'est un amour tardif qui va la propulser, qui va la mettre vraiment en lien avec une autre partie de sa féminité et qui va, je pense, la révéler à elle-même. Le cadeau de mariage offert par Modigliani est absolument incroyable. Un portrait sur un morceau de papier qui était plié dans sa poche, un portrait d'elle, sous lequel il était écrit en hébreu « Chana bat Raphaël ». Chana, fille de Raphaël, pour qu'elle n'oublie jamais ses origines. C'est tout de même quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que nous sommes là face à une artiste qui a une vie maintenant qui s'ouvre devant elle avec le succès que nous lui connaissons. Et Modigliani lui dit « N'oublie jamais tes origines. Si tu veux avancer, n'oublie pas quelles sont tes origines. » Est-ce qu'elle a gardé ce présent? Eh bien, alors justement, cette œuvre-là, c'est une œuvre. On estime qu'elle a été qu'elle a été réalisée à cette période-là, mais on ne sait pas grand-chose de son contexte. Et c'est typiquement une des choses qu'il a fallu que j'imagine. Cette œuvre, elle est exposée dans l'atelier de Shana Orloff, qui est dans le 14e arrondissement à Paris. Et j'étais vraiment marquée, en fait, par le fait que Modigliani écrive en hébreu cette phrase qui, pour moi, était un lien direct avec les origines, avec la filiation et avec cette phrase donc, que j'écris « N'oublie pas d'où tu viens ». J'ignore finalement s'il lui a offert
pendant son mariage ou s'il lui a offert à une terrasse de café, je ne le sais pas. Mais c'est une œuvre qu'elle a conservée et que je trouvais finalement extrêmement puissante. Et encore une fois, on y voit le visage de Chana Orloff dessiné par Modigliani, avec cette phrase en hébreu assez énigmatique, mais finalement très en lien avec ses origines. Le lien avec son époux Harry lui permet, comme vous l'avez dit, de trouver un épanouissement certain. Malheureusement, ce lien va être rompu trop rapidement. La Première Guerre mondiale éclate. C'est un artiste, Harry. Il hésite, il ne veut pas s'engager. Parce que c'est un artiste, il ne se voit absolument pas prendre les armes pour aller au combat. Finalement, le regard qu'on lui porte le pousse tout de même à s'engager. Et il va se retrouver finalement, après la Première Guerre mondiale, emporté par une fièvre espagnole. Il va mourir, malheureusement, après la Première Guerre, mais assez rapidement. Qu'est-ce que cela va engendrer dans la lecture du monde fait par Chana Orloff? C'est un monde qui tremble, c'est un monde qui est déchiré de l'intérieur, puisque elle a à peine le temps de connaître l'amour et la vie maritale et la maternité, qu'on lui enlève déjà en fait ce bonheur extrêmement éphémère finalement. Pour ce qui est d'Harry Justman, en effet, il s'est engagé très tard, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Je ne pense pas qu'il était objecteur de conscience, mais je pense qu'il n'avait pas envie de prendre les armes, il n'avait pas envie de tuer. Il s'est engagé comme brancardier dans l'armée américaine. Et c'est en effet au lendemain de l'armistice qu'il est décédé, des suites de la grippe espagnole, comme des millions d'autres hommes à cette époque-là. Et donc là, c'est un deuil d'une brutalité immense pour Chana Orloff, puisque à l'époque, on pouvait décéder de cette fièvre en quelques jours, et qu'elle n'a pas pu le voir, elle n'a pas pu lui dire au revoir. Et je pense que son monde a glissé, qu'elle a dû sentir qu'il lui échappait des mains en l'espace de quelques secondes, et ça a changé sa vie pour toujours. Alors comment est-ce qu'elle va s'installer dans cet atelier si particulier et qui existe encore aujourd'hui, que l'on peut visiter? Comment est-ce qu'elle trouve l'endroit, le lieu, et comment elle lui donne son âme? Alors, avant de vous parler de son lieu, justement, ce qui me revient à l'esprit, c'est une phrase qu'elle a dite à ce moment-là. Elle disait à cette époque, j'étais étrangère, juive, mère célibataire, veuve, je cumulais tous les handicaps. Là, on a Chana Orloff qui est artiste, qui vit de son art, qui va acheter un atelier qu'elle va surnommer son travailloir, dans un coin de Paris qui était très mal famé à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui donc la Villa Sera. Et même si son entourage tout entier lui déconseille d'y aller, elle s'en fiche, elle y va. Et elle va créer son refuge, sa terre de création. Et c'est là qu'elle va finir par recevoir toute l'avant-garde de Montparnasse, tous les peintres, tous les intellectuels, tous les poètes, pour faire leurs portraits, justement. Donc finalement, un succès qui va la propulser, qui va lui permettre d'aller très loin, de sortir des frontières de la France. Elle va aller aux États-Unis, il y aura des expositions sur son art. Le regard qu'elle porte sur le corps des femmes en général. Dans ses sculptures, on parle justement dans son travailloir de ces sculptures immenses, de ces gardiennes qui sont là, invincibles, et qui trônent à l'intérieur de cet atelier. Est-ce que le regard qu'elle porte sur les femmes, sur la féminité, sur des femmes enceintes en particulier, est-ce que tout ça aussi se justifie par sa propre expérience, par sa déchirure vis-à-vis du lien avec Harry ? Tout à fait, parce que peu de temps après la mort de son mari, Chana Orloff a 30 ans ou une petite trentaine d'années, et elle est brutalement ménopausée. Donc elle va être stérile et elle va le vivre comme un choc terrible. Et je pense qu'elle a voulu que ces femmes incarnent plusieurs facettes de la féminité. Tout comme panim est un mot qui n'existe qu'au pluriel, pour Chana Orloff, la féminité se conjugue au pluriel exclusivement également. Et c'est ce qui m'a intéressée. Quand vous allez dans l'atelier de Chana Orloff, c'est un lieu qui est assez
assez impressionnant parce qu'il y a une sobriété assez monacale. C'est un lieu comme un aquarium avec une lumière zénithale. Et puis il y a ces sculptures un petit peu partout de femmes. Et forcément, cette vision de la féminité a été ancrée très profondément dans son vécu de femme et d'artiste. À la fin des années 30, elle sent les regards changer, se modifier sur elle. Elle a beaucoup de succès déjà. Elle a eu la nationalité française. Elle a été décorée par la France. Elle a été reconnue comme étant une artiste en France. Et voilà maintenant la fin des années 30, la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale qui pointe. Et on ne la considère plus comme une artiste. On trouve que finalement son talent n'est pas si grand que cela, que sa reconnaissance n'est pas tellement méritée. On commence à remettre en évidence son identité juive et non plus son identité d'artiste. Comment est-ce que là aussi elle va réagir? Comment est-ce qu'elle va se replonger ou comment elle va se protéger du regard des autres? Au début, elle a dû fermer les yeux sur pas mal de choses parce que Paris lui a tout donné. Il ne faut pas oublier que pour une femme artiste de l'époque, elle a reçu la Légion d'honneur en 1925 et comme vous l'avez dit, la nationalité française pour elle et son fils en 1926. Donc, il n'y a pas de quoi se sentir invincible, bien sûr, mais je pense qu'elle se sentait très protégée. Et arrive la montée de l'antisémitisme, arrive la montée du nazisme, et elle a dû voir remonter ces vieux démons de l'antisémitisme qu'elle avait connus dans l'Empire russe. Avec la montée du nazisme, elle va être tentée de fuir, mais elle va le faire tard. Quand on a reçu la Légion d'honneur, la nationalité française, quand on a été une artiste si notoire, si aimée, on peut imaginer que c'était très dur de quitter Paris à ce moment-là. Et d'ailleurs, elle va y rester jusqu'à la veille de la rafle du Veldiv, où elle va elle va s'échapper au dernier moment grâce à quelques conseils qu'on lui a rapportés, et qu'on lui a demandé de partir rapidement, très très vite, de tout laisser, de partir, de s'enfuir. Comment est-ce qu'elle vit ce moment? Où est-ce qu'elle va? Comment est-ce qu'elle se sauve? Et combien de temps va-t-elle rester en France avant d'arriver en Suisse? Alors, l'épisode de la rafle du Veldiv est en effet un moment crucial, en fait, parce qu'elle va y échapper quasiment la veille au soir. C'est en fait l'éditeur Jean Paulhan, qui est un grand ami, qui était un grand ami de Chana Orloff, qui lui-même avait un contact à la préfecture de police. Et c'est un haut fonctionnaire de la préfecture de police qui va les faire prévenir que Chana Orloff et son fils étaient sur la liste des Juifs qui allaient être raflés. Dès qu'ils apprennent ça, ils prennent la fuite. Et commence à ce moment-là une épopée assez impressionnante finalement pour sauver sa vie et celle de son fils. Il ne faut pas oublier que le jeune Didi, à ce moment-là, est handicapé, qu'il a eu la polio et qu'il est handicapé du côté gauche. Donc il peut marcher, mais il marche difficilement. Et donc il faut s'imaginer fuir à ce moment-là seul avec son enfant, un enfant qui est handicapé, à travers la campagne, à travers les champs, pour enfin atterrir en Suisse où ils vont pouvoir parvenir à reprendre leur vie. Et je pense que Chana Orloff a dû évidemment se sentir chanceuse de pouvoir échapper à un terrible cauchemar, mais ça a été le résultat d'une très longue épopée, en effet. Est-ce que nous savons si elle a emporté avec elle quelques sculptures ou est-ce qu'elle a dû tout abandonner dans son atelier? Alors, on dit qu'elle a emporté ce qu'elle appelait des sculptures de poche et probablement quelques traces, peut-être des photos de son art de l'époque pour prouver qu'elle était artiste. Parce qu'une fois en Suisse, en fait, elle a été aidée par une jeune femme du nom de Karine Liévin qui a mis à sa disposition un atelier, un appartement, et elle a pu reprendre la sculpture. Mais en effet, quand elle a fui la France, j'imagine qu'elle ne pouvait pas emporter avec elle énormément de choses. Et donc, il a fallu tout reprendre de là-bas. Vous rapportez justement un courrier entre sa famille qui est en Palestine, elle qui est en France. La famille l'implore de quitter la France et de venir en Palestine. Et pourtant, elle refuse.
C'est exact. C'est un choix volontaire. Là encore, comme vous le disiez, Paris lui a tout donné, elle ne veut pas l'abandonner. Oui, c'est d'ailleurs un courrier qui m'a beaucoup perturbée parce que on voit dans ces lignes en fait sa famille qui la supplie de revenir, sa famille qui voit le danger. Et Chana Orloff ne pouvait pas ignorer, comment dire, elle n'a pas pu l'ignorer longtemps parce qu'elle a accueilli chez elle des familles allemandes qui ont fui le nazisme. Donc elle a dû savoir ce qui se préparait, mais comme je vous l'ai dit, jusqu'au dernier moment, elle s'est accrochée, je pense à l'espoir qu'elle avait que Paris s'en sorte, que la France s'en sorte. Et elle a toujours eu cette relation très curieuse finalement avec Israël et la Palestine de l'époque. C'est-à-dire que c'est sa terre de cœur, qu'elle n'a jamais rompu le lien, mais pour autant elle ne s'y est jamais installée. Et finalement c'est assez curieux. La fin de la Seconde Guerre mondiale arrive. Elle prend la décision de retourner à Paris. Elle veut absolument récupérer son travailloir. Et là, elle est figée par ce qu'elle voit. Tout est saccagé. Ses sculptures, pendues, détruites, jetées au sol, avec des barbelés. Comment est-ce qu'elle arrive à, là encore, résilience, à se relancer? Comment est-ce qu'elle vit cet événement-là, de voir toute son œuvre, des années de travail mis à terre? J'imagine que ça a dû être d'une immense violence. En fait, elle a été prévenue peu avant de rentrer à Paris par des amis qui lui ont écrit, qui lui ont dit ne rentre pas. Ne rentre pas parce que ce que tu vas voir, ça va probablement te détruire. Elle fait quand même le choix de rentrer. Et en effet, quand elle pénètre dans son atelier, déjà la plupart de ses œuvres ont été volées, la plupart des meubles. Et finalement, ce qui est très dur en fait dans la description de cet atelier après la guerre, c'est que c'est un atelier qui a été pillé, mais qui a été volontairement souillé également. Comme vous l'avez dit, il y a des sculptures qui ont été détruites, mais éborgnées, pendues par des fils de barbelés. Il y a eu une volonté de saccager ce lieu. Et pour se le réapproprier, pour reconstruire, elle a dû s'y accrocher. Encore une fois, je suis sûre qu'elle a dû, à un moment, voulu baisser les bras. Chana Orloff, c'était quelqu'un de très fort, mais ce n'était pas une sainte, forcément. Et de mon côté, moi, je l'admire beaucoup, mais je n'avais pas non plus envie d'en faire une image d'Épinal. Je ne voulais pas en faire une sainte. Et finalement, ce moment où elle rentre dans son atelier, c'était une scène très compliquée à écrire parce que j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait faire de rentrer dans un lieu qu'on a aimé et de le voir saccagé et de devoir se dire maintenant il faut tout recommencer, encore une fois. Et quand on y pense, c'est vrai que cette résilience, cette force, elle a encore réussi à la trouver. Et je ne peux être qu'admirative. Vous dites recommencer, être capable de recommencer, de se relancer, mais malgré tout, elle garde le souvenir de ces sculptures saccagées. Elle ne recommence pas tout, elle ne les refait pas, elle en garde quelques-unes justement dans cet état-là. Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être de ne pas oublier ce que l'humanité peut donner? Sans doute, mais finalement ce qui est assez marquant à son retour en 1945, c'est que son style change radicalement. C'est comme si les années noires l'avaient profondément changé. Avant la guerre, elle a un style très lisse, très épuré. Elle fait des portraits avec très très peu de détails, quasiment pas de fioritures. Après la guerre, en 1945, la première œuvre qu'elle va sculpter s'appelle Le Retour. C'est déjà un titre très, très fort. Et c'est un homme qu'elle va sculpter. Et c'est un homme, on a l'impression qu'il est sculpté dans la boue. Le rendu est très tortueux, très boueux. On voit la trace des doigts. On voit comme la trace de son tourment intérieur. Et c'est ce qui m'a énormément marqué en fait. C'est que, en plus de retourner à son atelier et de tout reconstruire, son style en tant qu'artiste va être radicalement opposé à tout ce qu'elle a fait auparavant. Donc, moi qui ai toujours voulu écrire sur la femme plus que l'artiste, c'est là où finalement les deux se croisent. C'est qu'on ne peut pas écrire sur l'un ou sur l'autre. Ils sont les deux facettes d'une même pièce finalement. Vous précisez que cette fameuse sculpture, Le Retour, elle va la terminer, mais elle ne va pas l'exposer pendant 17 années.
Elle va le garder caché sous un grand drap. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut cacher? Est-ce qu'elle veut préserver quelque chose? Je pense qu'elle avait du mal à exprimer la douleur de ces années. Il ne faut pas oublier que quand elle est rentrée en France en 1945, elle avait un compagnon de route en fait qui s'appelait Georges Cars, un peintre, qui l'a suivi jusqu'en Suisse, avec qui elle a fui la France, et que en 1945 il s'est suicidé. Et que quand elle est rentrée en France, elle a découvert que beaucoup de ses amis, ses enfants du Rheder, avaient disparu. Certains non s'apprêtaient à rentrer en France, mais beaucoup avaient disparu. Et donc le retour, c'est pas seulement une sculpture finalement, c'est un retour à la vie, c'est un retour à l'art. Et elle l'a caché, je pense, parce que c'était sans doute difficile encore. Le souvenir de la guerre était beaucoup trop récent. Alors il y a quand même des interviews à partir de 1945 qu'on retrouve de Chana Orloff où les journalistes jettent quand même un œil, ils soulèvent le drap sous lequel elle a caché la sculpture et ils regardent les esquisses préparatoires et ils s'interrogent sur ce changement. Mais ce n'est pas avant 1962 qu'elle l'expose. Vous parliez tout à l'heure de la naissance de l'État d'Israël en 1948, un lien très particulier, comme vous l'avez évoqué, elle ne va pas s'y installer, mais pourtant, elle va tout de même réserver beaucoup d'œuvres pour l'État d'Israël, que ce soit les grandes personnalités, comme notamment Ben Gurion, qu'elle a pu sculpter, son visage, son portrait, là encore. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui en Israël une reconnaissance de cette personnalité incroyable de Chana Orloff? Oui, et d'ailleurs, il y a eu une exposition il n'y a pas très longtemps au musée Manécat sur l'influence que Chana Orloff a eue sur de jeunes générations d'artistes femmes en Israël. Donc c'est quelque chose qui est resté quand même ancré. Chana Orloff, si vous voulez, elle est connue dans les milieux de l'art, mais elle a été oubliée par le grand public. Et c'est ce que j'essaye de faire revivre dans ce livre. Elle va mourir en Israël, en arrivant à l'aéroport. Elle venait pour une exposition. Est-ce que son corps repose toujours en Israël actuellement? Tout à fait. Ce qui est assez incroyable finalement, c'est qu'elle a eu toute sa vie une grande histoire d'amour avec Paris et que c'est finalement loin des lumières du carrefour Vavin qu'elle est décédée. Mais c'est dans sa terre de cœur qu'elle est enterrée aujourd'hui. Donc voilà, c'est... Que reste-t-il aujourd'hui de Chana Orloff? Est-ce qu'il y a des descendants, une famille? Est-ce que vous avez pu tisser des liens justement pour écrire ce livre incroyable, ce récit incroyable de sa vie? Est-ce que vous avez pu créer des liens et maintenir des liens avec les membres de sa famille? Oui, bien sûr. C'est vraiment main dans la main avec eux que j'ai écrit ce livre. Pour moi, c'était inconcevable de le faire sans eux. Ils m'ont vraiment ouvert les portes de leur atelier, de leurs archives. C'est grâce à leurs témoignages, c'est en tissant leurs mots que j'ai réussi à faire ce travail. Et aujourd'hui, ce qui vit de Chana Orloff, justement, c'est cette famille, c'est une œuvre et c'est un atelier qui est ouvert au public. Et ce sont des œuvres qui sont dans les plus grands musées de France, qui sont au Centre Pompidou, qui sont hommages ici, justement, au musée des années 30, à la piscine de Roubaix et puis dans des musées du monde entier. C'est un atelier que l'on peut encore visiter aujourd'hui, la Villa Sera? Oui, tout à fait. Elle est ouverte au public? Oui, oui. Rebecca Benamou, merci beaucoup, merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir fait découvrir cette personnalité, ce courage, cette ténacité, cette force de se relever quoi qu'il arrive et de nous montrer à travers la sculpture, à travers les mains, l'œuvre de ses mains, comment est-ce que l'on peut extérioriser ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à bientôt.
Madame Joëlle Bernheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et surtout, pour ce qui nous intéresse, vous avez créé en 2012 un centre d'études juives au féminin qui s'appelle en hébreu Bet Hamidrash Lenashim, la maison d'études juives au féminin. Vous dirigez cette maison d'études. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons parler justement de l'étude approfondie pour les femmes. Ce sera donc notre sujet. Mais avant d'aborder l'étude juive au féminin, peut-être d'abord commencer par expliquer pourquoi l'étude de nos textes du judaïsme est si importante dans notre tradition. Je rappellerai d'ailleurs qu'il y a un rabbin contemporain très connu qui s'appelle le Rav Adin Stenzhals, qui a dit que toutes les religions ont en commun des rites et des croyances, mais que le judaïsme, en plus, a un troisième pilier, si je peux dire, qui est l'étude. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi l'étude est si importante dans notre tradition ? Parce que l'étude des textes est indissociable de la pratique des mitzvot et que dès le départ, dans l'Exode, au moment de la révélation, nous voyons qu'il est question de Naaseh venishma, nous ferons et nous entendrons et nous comprendrons. Le faire, c'est-à-dire poursuivre, perpétuer les rites sans étude, ne permet pas de les pérenniser, ne permet pas de transmettre véritablement, ne permet pas de nous renouveler, ni de survivre. C'est-à-dire l'étude est au cœur de la vie juive et étude, l'ilmod ou le lamed, étudier et transmettre sont des impératifs catégoriques pour le judaïsme et expliquent peut-être sa survie depuis plusieurs millénaires, alors que d'autres civilisations ont disparu. Voilà. Oui, exactement. Lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, ce qui a permis au peuple juif d'être toujours là, finalement, ça a été un déplacement de la centralité du temple vers une centralité du livre. Alors, quels sont les textes d'ailleurs qui nous disent, qui nous enseignent qu'il existe un mitzvah, donc un commandement, d'étudier la Torah ? Écoutez, il y en a de très nombreux. C'est répété à maintes reprises dans nos textes, dans la Torah. Mais j'avais envie, puisque vous m'interrogez au titre de l'importance que revêt pour moi l'étude des textes par les femmes, eh bien de me centrer davantage sur cet abord de la question. L'étude des femmes a été longtemps mise de côté, peut-être pour toutes sortes de raisons contextuelles, historiques. Il y a toujours eu des femmes au travers l'histoire juive qui ont été des érudites, que ce soit à l'époque talmudique, au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, qui ont été des références, y compris dans l'enseignement de la halacha et reconnues par les hommes comme les femmes. Bon, la figure la plus emblématique, il faut remonter plus loin, c'est celle de Déborah dans la Bible, qui était prophétesse. On sait qu'il y a des prophétesses et qui enseignaient, et qui jugeaient, et qui dirigeaient. Bon, là, c'est vraiment la figure emblématique sur laquelle tous nos textes reviennent pour discuter sur la place des femmes dans la société juive. C'est le but que poursuit d'ailleurs votre centre d'études. Mais avant cela, parce que vous parlez du rapport des femmes à l'étude, aux études juives, je crois que c'est important de rappeler, vous avez cité le Talmud, que dans le Talmud, en fait, il y a un débat célèbre entre deux rabbins, deux maîtres qu'on appelle de la Mishnah, premier siècle. L'un s'appelle Ben Azaï et l'autre s'appelle Rabbi Eliezer. Et ils discutent justement, ils débattent de la question de savoir si les femmes ont le droit d'étudier certains textes. Ben Azaï y est favorable et Rabbi Eliezer y est défavorable. Certains se fondent sur ces textes-là pour dire que l'étude approfondie, c'est de ça dont il s'agit, parce qu'évidemment les femmes doivent apprendre les textes qui les concernent, etc., bien évidemment, mais paradoxalement, les femmes, d'après la loi stricte, ne sont pas obligées d'étudier, pas obligées d'enseigner. Est-ce qu'un père doit enseigner à sa fille? C'est sujet à débat. Enfin, c'est curieux, mais en tout cas, ces textes existent. Le Talmud ne dit pas la loi. Le Talmud donne des avis, et ce sont deux avis finalement. Ouais.
L'un qui est favorable à l'étude des femmes, très favorable, l'autre qui est défavorable en disant que tout homme qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait des choses futiles ou des choses, je ne sais pas comment vous le traduiriez, on est toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Et si on parcourt l'axe qui va de l'époque talmudique jusqu'à aujourd'hui, eh bien, des rabbins pourront dire que aujourd'hui, enfin, si on ne donne pas les moyens aux femmes d'accéder à l'étude de la Torah écrite comme de la Torah orale, c'est comme si, justement, on lui enseignait des choses futiles, hein, ou des choses qui ne seraient pas bonnes pour elle, parce que en lui permettant d'avoir accès à tout sauf à cela, eh bien, on ne lui permet pas d'avoir accès à l'essentiel. Et donc, elle est engagée dans une forme de secondarité par rapport au judaïsme qui est absolument non éthique et pas possible aujourd'hui. Même si pendant longtemps l'étude de la Torah était réservée aux hommes, les femmes érudites ont de tout temps existé. Elles étaient une exception et ce choix n'était pas sans retombées sociales. Osnat Barzani, par exemple, fut à la tête du judaïsme kurde au XVIIe siècle. Faute d'avoir eu un fils, son père, un éminent rabbin, lui procura une éducation religieuse complète. Osnat finit par diriger l'école rabbinique. Au XIXe siècle, Anna Rachel Werber-Macher, appelée la demoiselle de Ludmir, était instruite et brillante. Dès l'adolescence, Anna se mit à observer rigoureusement les commandements, incluant ceux auxquels les femmes n'étaient pas soumises, et augmenta la fréquence de ses études de la Torah. Vivant en milieu chassidique, elle devint bien vite un maître à part entière, possédant son propre cercle de fidèles. Un point commun unit ces femmes juives d'époque et de lieux différents: l'aspect tragique de leurs histoires. Toutes avaient choisi de devenir les actrices de leur judaïsme et toutes payèrent un lourd tribut social pour avoir osé remettre en question les fonctions bien établies. En 1953, le Rav Soloveitchik, leader incontesté du judaïsme orthodoxe américain, qualifia l'étude du Talmud par les jeunes filles ni plus ni moins qu'un impératif absolu. En 1972, le premier centre orthodoxe d'études talmudiques pour femmes ouvrit à New York dans le cadre de la Yeshiva Université. À partir de 1976, des centres d'études pour jeunes filles ouvrirent en Israël. Les femmes commencent à étudier, à approfondir l'héritage religieux, à s'élever spirituellement. Les femmes peuvent alors s'épanouir à travers la pratique des commandements dont elles sont traditionnellement dispensées, à commencer par l'étude de la Torah. Les portes des centres d'études de textes de la tradition juive sont ouvertes. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y aurait une sorte de décalage, de hiatus, entre les femmes aujourd'hui qui font de grandes études, qui mènent de grandes carrières, et une étude de la Torah dans laquelle on les relègue finalement. C'est ça ce que vous dites. Oui, j'affirme que dans beaucoup de domaines, il y a un problème éthique, je ne suis pas la seule à le dire, évidemment, entre les femmes qui sont majeures dans leur vie professionnelle, personnelle, familiale, sociale, et mineures ou considérées comme telles dans leur vie religieuse ou synagogale ou leur vie d'études. S'il y a un décalage trop grand entre la culture générale, je ne parle même pas forcément de femmes qui font des études très poussées, mais entre un niveau de culture générale convenable et un niveau de culture juive qui est au ras des pâquerettes, cet écart-là est très préjudiciable parce que les femmes en viendront à déserter le judaïsme, à mépriser son patrimoine et à se désengager complètement. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Au début du XXe siècle, en Pologne, il y a eu un cri d'alarme
terrible parce que les femmes ont commencé à déserter la communauté à cause de cela, précisément. Ouais. Ce que vous dites est très important parce qu'un autre argument pour dire que l'étude pour les femmes est très importante, c'est ce que j'appellerais l'argument anti-assimilationniste. C'est-à-dire en fait qu'il y a eu une époque où le peuple juif vivait en lieu fermé, où le judaïsme imprégnait la maison. Cette époque n'est plus. Donc si on n'enseigne pas à nos filles, aux femmes, la Torah, les textes du judaïsme, le risque finalement, c'est que l'identité progressivement se dilue. Donc ce que vous dites, c'est très juste. Beaucoup de décisionnaires disent c'est urgent parce que sinon elles auront accès au savoir, à beaucoup de cultures, mais pas à la culture juive, ce qui est regrettable. Et c'est une prise de conscience qui a eu lieu dès la période, en tout cas en Europe de l'Est, mais ailleurs certainement aussi, mais là de manière très emblématique, un cri d'alarme qui a été lancé par une femme. Je crois que les choses ne peuvent bouger que par les femmes. Aux garçons, il était donné une éducation religieuse relativement solide, avec ses limites et ses insuffisances. Mais les filles en Europe de l'Est fréquentaient l'école publique, allaient au lycée, faisaient des études éventuellement supérieures, et donc avaient une vision complètement péjorative de leur monde, leur environnement familial et religieux. Elles ont commencé à quitter le navire, mais en grand nombre. Et une femme dont on connaît le nom, Sarah Schneerer, s'est adressée aux plus grandes sommités rabbiniques de l'époque pour lancer ce cri d'alarme, et elle a fondé un réseau d'écoles pour filles, où étaient enseignées de manière égale les matières générales et les matières religieuses, c'est-à-dire l'étude des textes de la Torah, de l'histoire juive. Quelqu'un de très célèbre dans le monde rabbinique, le Chafetz Chaim, a donné son soutien à cette femme en disant que ce n'est non seulement pas interdit que les femmes aient accès à l'étude approfondie, mais que c'était une urgence absolue et qu'il fallait sauver ce qu'il y avait encore à sauver. Alors en parlant de connaissances, j'aimerais, Madame Bernem, vous expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'est la maison d'études juive au féminin. Elle se trouve dans les locaux de la Grande Synagogue de la Victoire, dans le 9e arrondissement de Paris. Et je voulais vous demander, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on enseigne aux femmes dans cette maison d'études? Vous avez parlé de Talmud, de Halakha, de loi juive. Oui, par exemple, de Torah. On enseigne aussi l'hébreu biblique. On promeut également le travail en binôme, en chavruta, à l'instar de ce qui se passe dans l'étude juive de manière traditionnelle. C'est-à-dire ce ne sont pas les seuls cours de manière verticale, enseignés, mais empoigner les textes ensemble et progresser par petits groupes. Et je crois que cet engagement des femmes dans l'étude, c'est l'avenir de la communauté, parce qu'on ne peut pas se priver de la moitié des forces vives pour enrichir et renouveler notre vie juive, notre vie spirituelle. C'est mon idée, je me bats pour cela. Madame Joëlle Bernem, merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Ça donnera certainement envie à beaucoup de femmes de venir rejoindre votre centre d'études, ou en tout cas de venir s'intéresser à la Torah et à nos très beaux textes. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.